on disait, bon, mais en fait, cette forme de domination du haut vers le bas avec l'État régalien qui domine la société. Ça, c'était l'époque moderne, mais maintenant, on est dans le postmodernisme. Et donc, maintenant, c'est des stratégies de contrôle réticulaires, on intègre nous-mêmes les normes et on s'autodiscipline, etc. Moi, je pense qu'il y a en fait les deux. Les deux continuent, les deux sont amalgamés, fusionnés. Et la preuve, c'est que la police et le bon vieux coup de bâton, il est encore là. Mais évidemment, il y a d'autres moyens de contrôler un mouvement social, de le diviser, de coopter ses leaders, de trouver des chefs pour leur proposer de rentrer dans le système. Comme on fait. Comme on fait. Mais c'est ça, c'est ça. On influence l'opinion publique par les médias. Il y a les médias nécessairement sont là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a même des stratégies plus insidieuses de pénétration, d'infiltration des mouvements de l'intérieur. Non, en fait, c'est pas tant qu'ils infiltrent le mouvement, c'est qu'ils proposent au mouvement de s'intégrer aux règles du jeu, et donc comme ça, ils le pacifient, ils le disciplinent, et certains leaders des mouvements tendent eux-mêmes à sentir le besoin de discipliner ou de rejeter en fait les franges les plus turbulentes, parce qu'en fait, ils veulent donner une image respectable, légale, de leur mouvement et d'eux-mêmes aux autorités pour être des interlocuteurs légitimes et se retrouver autour de la table. Et des fois, les élites politiques le demandent explicitement. Elles demandent à des mouvements d'énoncer la violence, expulser les casseurs, les fameux casseurs, organiser votre propre service d'ordre. Et donc, tout ça, c'est des stratégies de division, de contrôle, etc., où là, on demande à des mouvements de s'auto-discipliner, d'auto-exclure, d'auto-marginaliser. Et vous allez avoir des porte-paroles autoproclamés de mouvement qui vont même dire ces gens n'appartiennent pas à notre mouvement, comme si c'était leur mouvement, qu'ils en étaient propriétaires, qui mettaient une clôture autour et qui disaient vous êtes des sortes de ça a déjà été dit au sujet des fameux Black Blocs, vous êtes les cancers du mouvement, vous venez intoxiquer le mouvement, vous venez vous infiltrer dans le mouvement, alors qu'évidemment ils sont dans le mouvement aussi, à la limite ils sont même plus dans le mouvement que le porte-parole, quoi. Et est-ce que, lors de vos études, de vos recherches, est-ce que vous avez entendu parler de la notion de agent perturbateur, agent provocateur? Ah ben bien sûr, ben pas juste dans mes recherches, dans les romans, dans les films, Oui, il y a toujours eu ça. Il y en a encore, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est quand les policiers, soit que ce sont des policiers qui infiltrent le mouvement, soit que ce sont des gens qui sont payés d'une manière ou d'une autre. Hein. Des fois, c'est pas juste en argent, des fois, c'est en remise de peine ou des choses comme ça. Des gens qui sont utilisés par la police, disons, pour agir dans un mouvement et généralement le pousser à prendre des risques et à mener des actions qui vont le vulnérabiliser. Mais c'est comme aux États-Unis, c'est-à-dire que ce régime que les fondateurs avaient appelé République et n'avaient surtout pas voulu appeler démocratie, maintenant, pour des raisons électorales, on l'appelle démocratie, même si en fait, en termes de participation concrète du peuple, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours ce que j'appelle une aristocratie élue qui gouverne. Avec, en France et aux États-Unis, en fait, un monarque élu, le président. Parce qu'on pourrait imaginer une révolution anti-monarchique qui ne remplace pas le monarque par un président. On pourrait imaginer un système où il n'y a pas de président. Mais les régimes républicains ont coupé la tête du roi, mais ont donné le trône au président. Il n'y a pas de couronne, mais il garde le trône, c'est quand même bien. Et il y a ces élus qui sont en fait les descendants, pas héréditaires, mais les descendants des grands du Seigneur, des grands du royaume, qu'au Moyen-Âge, les rois convoquaient dans les premiers parlements, parce que les parlements, c'est des inventions médiévales. Et donc, on a maintenant une aristocratie élue, avec une monarchie élue, qui s'appelle démocratie, mais ce mot démocratie, ce n'est que de la poudre aux yeux, c'est du marketing politique, c'est du marketing électoral. Il n'y avait pas le terme à l'époque, mais c'est exactement ça. Mais en fait, c'est pas Athènes qui a inventé la démocratie. L'humanité a vu de la démocratie émerger tout le temps. L'opération a fait générer... Oui, ben, puis aussi, c'est que Athènes, il y a de la propriété privée, mais dans les communautés, par exemple, Mohawk ou Innu, c'est pas toutes les communautés autochtones qui vivaient de façon non hiérarchique et tout, mais il y en avait plusieurs qui vivaient de façon non hiérarchique. Il n'y avait pas de propriété privée, ils vivaient en commun. Et donc, quand on vit en commun, la meilleure chose à faire, c'est de se réunir et de discuter ensemble pour prendre nos décisions ensemble. Et du temps. Et ils avaient beaucoup de temps. Ce qui nous manque maintenant, c'est le temps. Donc, on se fait déposséder. C'est un très bon point. C'est un très bon point. Il y a des exemples de colons qui donnent ou vendent ou échangent des haches en métal avec des autochtones dans les Amériques
en disant ils vont pouvoir couper beaucoup plus de bois, ils vont être plus efficaces. Alors que les Autochtones, ce qu'ils font avec les haches en métal, ben, ils coupent le bois qu'ils ont besoin beaucoup plus vite, puis après ça, ils se reposent. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'en couper plus. Et donc, le rapport au temps, évidemment, c'est primordial dans la pensée dès qu'on pense à la démocratie, il faut penser au temps. Et si on pense au temps, il y a la question du travail. Est-ce qu'on est obligé de travailler pour vivre? Comment on travaille? Est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce qu'on travaille pour quelqu'un? Est-ce qu'on travaille gratuitement? Est-ce qu'on est payé, etc., etc.? Est-ce qu'il faut accumuler pour vivre, etc.? Donc, tout ça, évidemment, c'est très important. On ne parle jamais de ça quand on parle de démocratie. Et on ne nous parle pas de ça à l'école, et l'État ne nous parle pas de ça. Mais je veux revenir à l'école. Un des arguments qu'on entend souvent pour expliquer pourquoi aujourd'hui on ne peut pas avoir de démocratie directe, mais il faut absolument de la représentation, c'est qu'on nous dit, oui, mais quand même, Francis, là, le Canada, là, c'est immense, là, ça fait 4000 kilomètres de distance, on est 35 000 ou 37 millions d'habitants, on ne peut pas être tous ensemble dans un stade à prendre nos décisions ensemble, donc on n'a pas le choix. C'est toujours cette idée qu'on n'a pas le choix, une sorte de fatalité civilisationnelle. Ce qui est très bizarre, parce qu'en fait, dans la modernité, il y a plein d'exemples de gens qui se réunissent ensemble pour discuter et tout, mais on entend tout le temps ça. Or, un endroit où on aurait vraiment le temps et la place, où il n'y a pas ce problème de la taille du territoire et de la taille du groupe, c'est dans les écoles primaires et secondaires, dans les classes. Les classes, vous avez sans doute été à l'école, pendant 8 mois ou 7 mois, on est les 30 ou 25 ou 35 ensemble dans la même classe, on est dans le même espace, on se connaît, mais plutôt que de nous faire, disons, j'imagine, tous les vendredis après-midi, à la fin du mois, tenir une réunion ensemble pour parler de ce qu'on a envie de faire ou régler des problèmes à l'école. Non, à l'école, ils nous font élire des conseils d'élèves. On nous apprend, on nous endoctrine dès l'école à voter. Et moi, j'ai étudié les documents d'accompagnement pour organiser des élections dans des écoles primaires et secondaires au Québec. C'est organisé en coopération avec le ministère de l'Éducation et le directeur général des élections, donc l'agence paragouvernementale qui encadre les élections pour adultes. Et ils expliquent les élections d'élèves, c'est pour former la citoyenneté, c'est pour former les enfants à apprendre à voter. Parce que vous savez que voter, c'est très compliqué. Hein? Il faut mettre un papier dans une urne. Donc, si on ne nous apprend pas ça quand on est jeune, on est foutu, on n'y arrivera jamais, on va mettre à côté ou je ne sais pas ce qu'on va faire. Et donc, quand on est adulte, je pense que c'est la même chose en France. En plus, on met en scène l'élection exactement dans le même espace, dans une école. Je ne sais pas si vous votez dans des écoles, mais nous, en tout cas, les gens qui vont voter, ils vont voter dans les écoles. Donc, on revient exactement dans le même gymnase où, quand on était petit, on votait et on refait le même geste. Alors qu'à l'école, si on se préoccupait vraiment d'une sorte de formation citoyenne, politique, d'engagement citoyen pour nos enfants, et que on était vraiment convaincu que le problème, c'est la taille de la population, de la taille géographique de nos nations et de nos pays, mais on pourrait se dire, chouette, là, on a une occasion, pendant 5, 6, 7 ans, les enfants, ils sont un petit groupe dans un espace, et on va leur faire apprendre la politique autrement. Ils vont pouvoir délibérer ensemble, ils n'auront pas de chef, pas de représentant, ils ne vont pas voter, et s'ils ont envie d'écrire une pétition, ils écriront une pétition, s'ils ont envie de... Mais non, on leur apprend tout de suite à voter. Comme si c'était, comme s'ils ne pouvaient pas faire autre chose que ça. Et ça, on dit, c'est ça la formation de la citoyenneté, même si vous et moi, on sait très bien qu'en fait, ce fameux conseil d'élèves, il sert strictement à rien, c'est complètement bidon. Au mieux, ils discutent de la sortie d'hiver à la montagne ou des choses comme ça, mais en fait, il sert à rien. Qui passe le balai. Ah, même pas, parce que ça, les balais, c'est des travailleurs probablement précaires qui sont le soir à passer le balai. Effacer le tableau, des fois. Moi, j'avais ça comme moi, j'étais dans mon conseil d'élèves, j'avais la responsabilité, c'était moi qui effaçais le tableau noir, j'étais très très fier. C'est vrai. Ah ben là. Bon, c'est de l'éducation civique ou c'est de l'endoctrinement à ce niveau-là? Ben, c'est de l'endoctrinement. C'est de l'endoctrinement. Je veux dire, les libéraux républicains, quand ils voyaient, parce que ça se fait plus tellement, mais quand ils voyaient, par exemple, les camps de jeunesse communiste avec les enfants communistes qui chantaient des chants révolutionnaires à 7-8 ans, ils disaient, mais c'est scandaleux, les communistes endoctrinent les enfants, c'est épouvantable, nous, on n'oserait jamais faire un truc comme ça, nous, on les éveille à la pensée critique, etc. Ben non, nous, on leur apprend à voter. On les apprend... C'est le conformisme qu'on leur apprend, c'est la soumission, c'est... Ben en fait, ce qui vient avec, c'est que le pouvoir politique, il passe par le vote. On leur apprend pas autre chose. Le pouvoir politique passe par le vote, et dans les écoles, c'est plus important de faire voter que de faire élire. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est on porte plus d'attention à faire voter la masse que à ceux qui vont vraiment être élus sur le conseil, parce que le conseil, ça sert à rien. Donc, on essaie de convaincre les enfants
l'action politique, elle est canalisée par le vote. Aux États-Unis, au Canada, peut-être vous avez la même chose en France, on a même les journées des élections aux États-Unis, des agences qui organisent des fausses élections, des simulations d'élections dans les écoles. Donc, vous faites voter pour Hillary Clinton ou Trump. Et nous, maintenant, au Québec et au Canada, on a dans les bureaux électoraux, les parents peuvent venir avec leurs enfants et il y a une urne pour les enfants. Donc, comme avant, on allait à la messe avec nos parents. Maintenant, on va aux élections avec nos parents. Et ils le disent ouvertement, ils le disent comme ça, on forme les futurs électeurs. C'est beau, c'est magnifique. C'est émouvant. Ouais. Bon, la démocratie athénienne, on a vu que c'était une tarte à la crème. Oui. Est-ce qu'on peut parler de la souveraineté liée à la guerre? À la guerre, à Athènes ou maintenant? Bon, maintenant, ou comme vous voulez. Ben, La question est ouverte. À Athènes, c'était très important. À Athènes, la citoyenneté était liée avec la capacité à faire la guerre, la capacité. En principe, bien des femmes ont la capacité à faire la guerre et bien des hommes n'ont pas de capacité à faire la guerre, mais on présuppose que c'est les hommes qui ont la capacité à faire la guerre. Et donc, à Athènes, l'argument, c'est toujours une excuse évidemment, mais l'argument des hommes pour que ce soit eux qui aient le pouvoir, c'est que c'est eux qui faisaient la guerre. Cela dit, je suis cynique, mais en même temps, cela dit, leur méthode de prendre des décisions par rapport à la guerre et de partir en guerre était quand même, d'un point de vue éthique et politique, quand même plus intéressant que dans nos sociétés modernes, parce que dans nos sociétés modernes, comme vous le savez, ceux qui décident de faire la guerre vont jamais faire la guerre. Appelons ça la démocratie directe ou l'anarchie, hein, c'est assez proche, mais l'anarchie dans le sens positif, pas l'anarchie vrai anarchisme. Dans le sens de l'autogestion, dont on vit ensemble, on n'a pas de gouvernant, on n'a pas de chef, etc., puis ça fonctionne. On oppose souvent à ces projets, on évoque une nature humaine qui nous mènerait toujours à la compétition, à la concurrence et à une structuration hiérarchique des rapports, même si on est bien intentionné. On le sait, dans n'importe quelle communauté, il y a toujours un chef qui émerge, quelqu'un qui a plus d'influence, etc. Et souvent, quand on nous dit ça, on va nous rapporter telle observation de 30 chimpanzés où on voit bien qu'il y a un mâle alpha, etc. Et donc là, avec ça, on vient d'éviter de réfléchir à des centaines de milliers d'années d'histoire humaine, des centaines, des milliers d'exemples de communautés humaines qui ont vécu comme ceci ou comme cela, et toute la diversité de la vie humaine et de la façon de s'organiser en famille, en clan, en tribu, en communauté, en cité, en nation, etc. Il y a tellement de manières de s'organiser qui a été expérimentée par les humains que de toujours ramener ça à la nature humaine, nous impose ceci ou cela, ou ça sera nécessairement comme cela, ou les chimpanzés, on voit ça, donc les humains seront comme ça. Pour moi, c'est vraiment une réduction de notre imaginaire politique, de nos capacités, de nos potentiels humains politiques, que de penser comme ça. La démagogie implique quelque chose comme, pas juste une justification, de dire je suis là, je vous gouverne parce que je suis le fils de Dieu, ou je suis le Dieu soleil, ou je suis le descendant de machin, ou etc. Mais la démagogie implique aussi de bluffer le peuple par rapport à ses propres intérêts. C'est de faire croire en fait qu'on est à son service. On le flatte dans le sens du poil, on est bien pour lui, on l'écoute, on prend soin de lui, etc. Mais en fait, tout ça, c'est du bluff, la démagogie, parce que dans la réalité, évidemment, l'objectif, c'est d'asseoir et de consolider, de perpétuer notre pouvoir sur ce peuple. Et en fait, l'intérêt premier, c'est toujours celui du gouvernant. Et donc, la démagogie, elle est dans l'ADN du système électoral. C'est impossible d'avoir un système électoral où il n'y a pas de démagogie, parce que vous voulez vous faire élire. Et pour vous faire élire, il faut que vous disiez à l'électorat, je suis le meilleur pour vous. Ça ira mieux demain, votez pour moi. Exactement, et les autres sont nuls. Et c'est pour moi qu'il faut voter. Et le système électoral, c'est un système, les autres systèmes politiques aussi peuvent encourager le mensonge, mais le système électoral, il encourage le mensonge. Il est conçu comme ça. Et maintenant, c'est tellement pris pour acquis que vous avez quelque chose que vous n'aviez pas il y a 100, 150 ans. Vous avez déjà les partis. Les partis politiques sont des machines à confectionner du rêve et du mensonge. Et il y a même les équipes de marketing. Docteur. Ouais, ils embauchent des gens qui sont spécialistes du marketing. Donc, ils vendent du produit.
Donc, on est vraiment, c'est caché, c'est-à-dire c'est discret, ces compagnies de marketing, mais tout le monde, ces questions-là, c'est même pas illégal de toute façon, c'est tout à fait légal. Et on sait très bien ce qu'elles font, ces compagnies de marketing. Elles vont jusqu'à regarder la couleur de la cravate, la coiffure, évidemment les éléments de langage, comme on dit en anglais, le one-liner, la phrase choc, le slogan, la couleur, le logo de la campagne, les photos des candidats, etc. Donc là, on est dans une régression totale, là. Et on est dans la version la plus médiocre de la démagogie. La rationalité du capitalisme, ça a créé des avions, ça a envoyé le monde l'homme sur la Lune. C'est fonctionnel quand même. Ah, Le capitalisme la main du capitalisme, les marchés qui guident notre société. mais, C'est ra- mais c'est tout à fait fonctionnel. Le système parlementaire que je critique, il est fonctionnel. Euh, le régime soviétique est fonctionnel, la monarchie est fonctionnelle, le système féodal est fonctionnel. Les systèmes, ils sont fonctionnels. Des fois, ils durent 100 ans, 200 ans, 70 ans, 500 ans. Euh, les systèmes, les Inuits dans le Grand Nord, qu'on a sédentarisé que le gouvernement canadien a sédentarisé de force en abattant leurs chiens sous prétexte de préoccupations sanitaires dans les années 50, mais en fait, parce qu'on avait besoin, en fait, en pleine guerre froide, de surveiller les missiles soviétiques qui viendraient vers les États-Unis, parce que quand on regarde une carte du monde à plat, on pense que ça allait être est-ouest, mais en fait, la ligne la plus courte pour se détruire mutuellement, ça passait par la calotte polaire et donc par le Canada. Et donc, on a sédentarisé les Inuits, mais les Inuits, ils ont vécu comme ça pendant des milliers d'années. Donc, tous les systèmes politiques ou économiques sont fonctionnels selon leurs propres principes, et des fois même d'ailleurs pas selon leurs principes. Ils ont souvent des principes contradictoires, mais ils fonctionnent. La question après ça, c'est qui en profite ou en profite pas, qui se sent spolié ou pas, qui est en colère ou pas, qui sont les forces contestatrices qui peuvent améliorer ou faire bouger les choses. C'est ça la question. Donc le capitalisme, en guillemets, il fonctionne, même si accessoirement il va peut-être détruire la planète et l'humanité, mais pour l'instant il fonctionne. Des lois sur les casseurs, il y en a déjà plein. L'État, que ce soit l'État français, canadien, américain, britannique, etc., ils ont tout un arsenal pour punir ceux qu'on appelle les casseurs, qui est un terme d'ailleurs évidemment foncièrement péjoratif. Euh, à l'époque de la Révolution française, on les aurait appelés les patriotes, ou les révolutionnaires, ou les républicains, mais aujourd'hui on les appelle les casseurs. C'est quand même évidemment un terme dénigrant. Il y a des casseuses aussi d'ailleurs. Mais ils en ont déjà plein de lois pour. C'est quand même déjà illégal là, de lancer un pavé dans une ville de banque. Là. C'était pas illégal avant. Là. Et donc, ça, c'est simplement de la consolidation, de la densification et évidemment, c'est une opération évidemment politique. À la limite, ça donne peut-être quelques nouveaux outils à la police pour justifier des interventions, mais je pense que la police française, je pense qu'elle est très, très, très généreusement fournie en termes de moyens d'intervenir, d'infiltrer, de faire des arrestations préventives, de mettre en garde de vue. On l'a vu là, depuis des années, c'est comme pour les lois antiterroristes en France, là, vous êtes rendu à la 18e stratification de lois antiterroristes, là, je pense que c'est bon, là, mais c'est bien de toujours en refaire parce que ça montre... Gagner la guerre contre le terrorisme. Et contre les casseurs. C'est bien de montrer que le gouvernement fait quelque chose. Donc, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. En fait, on ne s'assemble pas pour le plaisir de s'assembler non plus. Il faut qu'il y ait un sens à cette assemblée. Et donc, si on avait plus de communs à gérer ensemble entre nous, que ce soit lié d'ailleurs au travail ou à la vie, en fait, la production de la vie, je pense que là, on trouverait un sens et à la limite même un plaisir à se rassembler ensemble et à faire de la politique ensemble. On prendrait ce temps-là parce qu'on aurait l'impression que ça aurait un sens puisque ce serait notre vie en commun dont nous serions en train de discuter. Mais dans la mesure où nous sommes dépossédés de notre vie en commun, que nous ne connaissons pas nos voisins, que le trottoir n'est pas à nous, la rue n'est pas à nous, le bâtiment n'est pas à nous, notre travail n'est pas à nous parce qu'il est au patron, ben c'est vrai qu'on se demande pourquoi on se réunirait pour parler de quoi de toute façon. Et donc, pour sauver du temps, entre guillemets,
on va voter, puis on se dit, ben, ils vont s'occuper de nos affaires. Quand François Hollande disait les 100 dents, Oui, les cendants, c'était bon, ça. c'est bon ça, hein. Oui. C'est breveté. Mais à l'inverse, Étienne de la Boétie, philosophe du XVIe siècle, disait les mange-peuples pour parler des dirigeants. Et les mange-peuples, ils ont des dents. Et ils mangent le peuple. La psychologie des foules, exactement, c'est très, très lié à ça. Et donc, on dit, donc ce peuple, il ne faut pas qu'il s'assemble. Parce que quand il s'assemble, il devient dangereux. Et c'est très concret. Il y a des lois contre les attroupements illégaux. Et à l'époque de l'esclavage dans les colonies britanniques et aux États-Unis, il y avait des lois qui interdisaient aux esclaves de plusieurs maîtres de se retrouver assemblés ensemble parce que les maîtres avaient peur de ces attroupements. Les femmes ont déjà été interdites de se rassembler ensemble ou de former ce qu'on appelait des sociétés ou des clubs pendant la Révolution française de 1789 et après. 1848, si je ne me trompe pas aussi. Les jeunes, des fois, sont interdits de s'assembler, de se retrouver ensemble. Les ouvriers ont souvent été interdits de s'assembler. On ne veut pas que le peuple s'assemble. Mais le prétexte pour ne pas lui permettre de s'assembler, c'est qu'il est irrationnel. Et donc, puisqu'il est irrationnel, on va revenir à la question des démagogues, puisqu'il est irrationnel, il serait donc d'autant plus vulnérable à la démagogie, il se fait manipuler. Il n'est qu'une sorte de faction, puisqu'il ne tire que vers ses propres intérêts, il ne pense qu'à ses propres intérêts et pas au fameux bien commun. Et voilà, ça c'est l'agoraphobie politique, c'est la structuration de l'agoraphobie politique, qui est évidemment, selon moi, une sorte de propagande, de décérébration des gens qui essaient de nous convaincre. Et d'ailleurs, il y a plusieurs gens du peuple qui pensent ça, qui pensent que nous sommes collectivement incapables de raison politique, de discuter politiquement, qui pensent que les émotions c'est mauvais aussi en politique, ce qui pourrait être un sujet de débat. Moi, je pense que les émotions, c'est pas toujours négatif. Et surtout qu'ils laissent malheureusement entendre que justement nos élites, elles sont raisonnables et elles ne sont pas habitées par la passion ou les émotions. Alors que moi, je pense que les élites politiques, elles sont avant tout habitées par une passion très précise qui s'appelle la soif du pouvoir. Une petite mégalomanie en plus, non? Oui, ça vient avec. Autre question Internet. Ça, on la pose, oui. Quel est le niveau de conscience dans les sociétés occidentales que la démocratie est du marketing pour les pauvres? Oui. Alors, la bonne nouvelle, si c'est une bonne nouvelle, je pense qu'en fait, malgré tous les efforts, tout à l'heure, je parlais de l'endoctrinement des élèves dans les écoles à voter, la façon dont on nous explique l'histoire, Athènes, la démocratie, tout ça, les équipes de marketing politique, l'encouragement au vote. Malgré tous ces efforts, ce qui est incroyable, ce qui est presque une source d'espoir, c'est qu'en fait, depuis 20-30 ans, les sondages montrent, et l'abstention est une des expressions de cela, que les gens y croient plus. Et même, en fait, parmi les gens qui votent, il y a beaucoup de gens qui votent, on entend souvent « je vote à reculons, je vote en me bouchant le nez, je vote pour le moins pire ». Ils sont pas super motivés, là. Ils pensent pas que c'est génial pour qui ils votent en ce moment et qu'est-ce que ça va donner. Et ça, c'est sans compter les 30-40% des gens qui simplement ne vont plus voter ou ne votent pas. Et donc, en fait, je pense que le système, je pense qu'une majorité des gens ne sont pas dupes. Je pense qu'une majorité des gens pensent vraiment que cette élite, que nous ne vivons pas dans une réelle démocratie. Peut-être qu'il manque, pour des raisons de temps, d'éducation, etc., c'est pas de leur faute, là, de connaissances anthropologiques ou historiques qui leur feraient voir d'autres modèles ou d'autres expériences de démocratie, c'est correct. On leur enseigne pas, donc il faut... Des exemples de pays représentatifs de tout ça? Oui, ce que je disais tout à l'heure un peu, là, comme il y a des expériences d'organisation collective à l'extérieur de l'Occident, dans l'Occident, etc. Donc on peut être un peu désespéré parce qu'on ne voit pas d'autres modèles de la fameuse alternative. Mais moi, je pense qu'une grande partie des gens, peut-être la majorité, sont pas dupes et c'est ce que les élites appellent, en se désolant, le cynisme. Mais le cynisme, en fait, c'est elles qui l'ont provoqué. Mais c'est quoi? C'est de la résignation? Ils tombent dans le misérabilisme de l'impuissance? C'est quoi? Mais le misérabilisme de l'impuissance, je sais pas, Égoïsme? c'est péjoratif, l'égoïsme, je sais pas non plus. C'est correct de pas savoir quelle est la solution.
Techniquement, il n'y a peut-être pas de solution aujourd'hui. Peut-être Mais qu'il y a... s'ils sont conscients de ce qui se passe, qu'on se fait gouverner par une petite clique assoiffée de pouvoir Oui, mégalomane, complètement dans le oui, déni ou dans l'endoctrinement ou dans oui, l'idéologie totale, bon, s'ils sont conscients, ils vont se voter avec le nez bouché ou ils vont faire un vote barrage, ils vont faire un vote oui. que de... Ben, s'ils bougent pas, s'ils restent chez eux à regarder la télé à Plus belle la vie, leur telenovela, ou à regarder Hanouna, ou des choses comme ça, c'est quoi? Est-ce qu'on mérite les politiques qu'on a? Non, moi, je crois pas en cette phrase. C'est un slogan rigolo, C'est fou l'aveugle ou à ceux qui leur crèvent les yeux? j'y crois pas à ce slogan. Moi, je suis plus... je suis moins critique des gens qui voient pas de solution et qui sont dans une sorte de... vous avez parlé d'apathie. Euh, Moi, honnêtement, et je vais donner, c'est probablement des très mauvaises analogies, là, vous me relancerez si vous trouvez que je me défile, là, mais euh, moi, si j'avais été euh, paysan au Moyen Âge et que le roi était corrompu et m'imposait des taxes injustes, etc., est-ce que vraiment je me serais levé le matin avec ma faux et j'aurais commencé à attaquer le Seigneur, etc., puis 2 jours après, je serais pendu sur la place publique et mon corps serait en train de pourrir, bouffé par les corbeaux? J'en sais rien. Il y a plein de gens qui savent, qui vivent dans des systèmes qui n'ont pas de sens, qui sont injustes. Ils savent qu'ils se font exploiter, ils savent qu'ils travaillent pour des gens qui ne les respectent pas. Et ils ont pas ils voient pas la solution. Il y a des raisons objectives pourquoi ils voient pas la solution. Et donc, il y en a là-dedans qui, pour certaines raisons, à tel moment, font du sabotage, ou font de la désobéissance, ou ralentissent la cadence. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de monde qui travaille avec moins d'enthousiasme que s'ils travaillaient pour eux ou pour leur communauté. Il y a différentes manières de pas trop participer au système, mais de pas avoir la solution pour changer le système individuellement ou collectivement. Moi, je lance pas la pierre à personne. C'est pas si facile. Moi, c'est pas, je dis pas de sa façon méprisante ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai un doctorat en sciences politiques, je sais pas c'est quoi la solution. J'ai des idées. On parlait tout à l'heure des mouvements sociaux, on parlait d'initiatives populaires, etc. On voit des choses comme ça. Mais en fait, les vraies grandes transformations dans les sociétés, elles se sont rarement passées parce que quelqu'un, avec des amis, avait établi un plan de match et que d'ici 8 mois, on allait renverser le système et créer quelque chose de mieux. C'est rarement comme ça que ça se passe. Les stratégies pour le démoniser ou pour le ridiculiser ou pour le dénigrer, ça c'est vraiment pour le diviser aussi, ça c'est vraiment intéressant. Les stratégies de contrôle, Des exemples? ah, mais il y en a, il y a plein d'exemples. Évidemment, il y a eu toute la question de la violence. Donc, le mouvement des Gilets jaunes est violent. On le répète, on le répète, on le répète, on le répète. Alors, Raciste, et antisémite, puis là, après ça, homophobe. au début, il était islamophobe, maintenant il est antisémite. Il était à l'extrême droite, après ça, il y en a d'autres qui disent qu'il était à l'extrême gauche. Il n'est jamais parfait, ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a toujours un défaut, et c'est souvent de celui-là qu'on parle, y compris de la violence, alors que, entre vous et moi, je pense pas que la police française a perdu beaucoup d'yeux, ou de doigts, ou de mains, ou de pieds depuis le début des Gilets jaunes, alors que les Gilets jaunes, je pense qu'ils en ont perdu pas mal. Donc, au niveau de la violence, il y a toujours cette espèce d'hypocrisie que la violence, c'est toujours celle du peuple et jamais celle de l'État, alors que techniquement, la violence de l'État est tellement plus brutale, Légitime, puissante légitime. et légitime et en toute impunité. Donc, des militants avaient dit, ben, pour entrer sur le chantier, on va couper quand même la clôture. Et puis, bon, bref, il y a d'autres exemples. Günther Anders donne des exemples aussi comme ça. Et donc, là, c'est de ça qu'on parle. Le débat violence-non-violence dans les mouvements militants, là, c'est une, une, une pince à ciseler une clôture d'un réacteur nucléaire. Ça, c'est de la violence et il ne faut pas faire ça parce que c'est de la violence, ça nous discrédite. Et puis évidemment, il y a la fameuse vitrine de banque. Il ne faut surtout pas casser les vitrines de banque parce que ça, c'est de la violence. Et Défoncer une porte de ministère avec un transpalette. c'est de la violence aussi parce que la porte du ministère, elle est sensible. Des émotions, la porte du ministère. Et, euh, et c'est incroyable, quoi. C'est comme une, C'est une attaque quand même sur la République. ah, mais je dis pas que... moi, je suis pas juriste, mais je sais très bien que tout ça, c'est illégal. C'est illégal d'arriver avec la pince d'arriver avec la pince, non, mais en tout cas de couper la clôture. Je sais que c'est illégal, mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est que dans les mouvements sociaux, il y a des gens qui sont tellement obsédés par la non-violence qui considèrent que ça, c'est de la violence. Ce qui est vraiment ce sur quoi on pourrait avoir vraiment un débat quand on regarde l'histoire du 20e siècle et du 21e siècle.
Moi, je pense que dans 300-400 ans, si l'humanité est encore là, il y a encore des historiens et des historiennes, ils vont regarder ça, ils vont se pisser dessus tellement ils vont rire qu'ils vont dire quoi, c'est pas sérieux là, ils étaient pas en train de débattre à savoir si que ça c'était de la violence là, alors que 2 générations avant, un président des États-Unis lançait des bombes atomiques sur des villes, qu'il y avait des camps de concentration, qu'il y avait comme ça, puis ça, ils étaient en train de débattre sur la violence, c'est sérieux ça?